Il est 14h30 à Goma, 13h30 à Kinshasa. Il est tombé, arme à la main. Le gouverneur militaire Peter Chirimwami est décédé hier à Kinshasa. Les forces armées de la République démocratique du Congo l'ont confirmé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur la RTNC. Je le disais dans le titre. C'est une triste nouvelle de la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé sur le champ de bataille. Le Conseil supérieur de la défense a reçu les orientations du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour repousser l'ennemi hors du territoire national. Tu sais quand tu es seulement ouvert là. C'est une réunion dictée par le dernier développement de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Réunis autour du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, tous les membres du Conseil supérieur de la défense, notamment les membres du gouvernement et les responsables des différents services de défense et de sécurité, ont fait le point de la situation au front marquée par des attaques des forces armées rwandaises envers les populations civiles. Face aux forces coalisées autour de l'armée rwandaise, les FARDC ont défendu avec patriotisme et courage l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Dans la défense du territoire national, le gouverneur militaire est tombé, arme à la main. C'était une information très capitale du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on chemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Zalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a donné des instructions claires et précises pour que les forces ennemies soient mises hors du territoire national et que rien ne va ébranler l'unité nationale. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Le Conseil supérieur de la défense a demandé à la population de rester soudée autour du commandant suprême dans la lutte pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et puis hier, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 29e réunion du Conseil des ministres. Parmi les points, évoquer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la confirmation de la mort du gouverneur militaire Peter Chirimwami. Le président de la République est revenu sur la situation sécuritaire du pays qui demeure préoccupante, particulièrement à l'est du pays, où l'armée rwandaise, avec des groupes armés, dont les terroristes du M23 et d'autres milices continuent de s'aimer la terreur. La percée vers Minova et autres localités par ces groupes a créé une instabilité et des déplacements massifs de la vie de nos concitoyens. Les violences, les pillages et les attaques sur les civils ne cessent d'exacerber la crise humanitaire dans la région. Le président de la République, chef de l'État, a tenu à saluer le courage et la détermination de nos forces qui se battent sans relâche pour défendre l'intégrité du pays au péril de leur propre vie. Leur engagement est un acte héroïque face à une situation complexe et dramatique. Il a insisté sur la nécessité de lancer à nos populations dans l'est du pays, particulièrement celles affectées par ces violences, un message de solidarité et de soutien, car ces populations font preuve de résistance, de résilience dans des conditions difficiles. Nous devons constamment rappeler avec conviction que leur souffrance n'est pas ignorée.
les sacrifices qu'elles consentent ne sont pas vains et que les efforts de nos forces de défense et de sécurité visent à restaurer la stabilité pour que l'espoir d'un avenir pacifique reste vivant en elles, a martelé le président de la République. Et puis, les Nations Unies s'indignent de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec les affrontements à Saké. Le secrétaire général des Nations Unies demande à toutes les parties de se retenir. Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et a accru les risques d'une régionalisation de la guerre. Parlant des récentes attaques de RDF sous le label du M23, c'est ce que dit le communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il le dit avec un placard plein des rapports de ces experts des Nations Unies qui confirment la présence meurtrière des militaires rwandais sur le sol congolais en violation du droit international dont les Nations Unies sont gardiennes. Antonio Guterres est troublé par le rapport de ces experts. Le Rwanda, membre des Nations Unies, qui viole ses principes et n'écope d'aucune sanction. Ce qui est à craindre va certainement arriver, la guerre va se régionaliser. Le processus de Luanda pour lequel la RDC s'est investie et auquel le monde croit est superbement ignoré par la belliciste partie rwandaise. Kagame doute de l'impartialité angolaise, mais comment l'être en situation d'injustice? Desmond Tutu a dit que le neutre en situation d'injustice est du côté de l'oppresseur. Dans ses échanges avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, où la question congolaise a largement été évoquée, le président rwandais sollicite sa médiation. Ankara soutient le processus de Luanda, comme tout le monde, et ses juges, prêts à approcher les vues des protagonistes. Si le droit international n'a pas changé dans l'entretemps, le maître de Kigali sera confronté au même problème. Son armée pille, viole, détruit l'environnement en RDC sans y être invité. C'est la violation du droit international. Reprise des activités malgré la situation sécuritaire tendue à Goma. Les activités reprennent petit à petit, comme nous le témoigne ce reportage. Les activités en ville de Goma reprennent progressivement au lendemain de la panique observée le jeudi 23 janvier, selon le constat fait ce vendredi 24 janvier dans la matinée. À titre illustratif, à l'abattoir moderne de Kituku et au marché, les activités notamment d'abattage se sont déroulées comme d'habitude et où certaines vendeuses de la viande ont manifesté leur sang-froid en signe de patriotisme. Cette ronde s'est poursuivie jusqu'à Lushagala, à l'endroit communément appelé Kimashini. Occasion pour le chef de division provinciale de la jeunesse et de l'éveil patriotique au Nord Kivu, Guy Kibira, de saluer l'esprit de résilience observé dans le chef de la population appelé à ne pas paniquer. Selon lui, parmi les priorités des institutions, on note la sécurisation du territoire national, la protection des civils, pour ne citer que cela. Je sais de partout dans le monde que les Congolais, plus que jamais, ils ne peuvent céder leur territoire, puisqu'il n'y a pas de Congolais sans le Congo. Et comme vous le voyez au-dessus de moi des hélicoptères, comme vous voyez autour de moi la population, elle reste résiliente et nos forces loyalistes continuent à défendre la patrie. C'est ici pour moi d'appeler, de lancer un appel vibrant, surtout à tous les responsables des institutions constitutionnelles. De grâce, il faut qu'ils changent de priorité. La priorité de notre pays passe d'abord par la sécurisation de notre territoire et plus la protection des civils, des populations et de leurs biens. On ne peut pas vivre d'année en année en fuite, de déplacer en déplacer. Ici nous sommes dans le Chagall. Et les gens sont morts ici, là où les ennemis ont lancé des bombes. C'est ici. Moi je me retrouve ici, c'est parce que la vie continue et la population a décidé de ne pas céder leur territoire. Alors, il revient au gouvernant de ne ménager aucun effort pour sécuriser la population et ses biens et pour bouter hors du territoire congolais tous nos ennemis. Notez que la population qui a déjà le moral haut, selon le constat, est appelée à continuer à soutenir les FARDC appuyés par les Ouazalendo sur le terrain, a-t-il conclu. Et puis dans la province voisine, le gouverneur Jean Bakomito boucle sa tournée d'itinérance par un appel à la cohabitation pacifique entre les communautés. Nathalie Mboula signe ce reportage.
Le séjour de 48 heures du gouverneur du Haut-Touélé à Faradj, chef-lieu du territoire qui porte le même nom au nord-est de la RDC, n'a pas été du tout repos. En vue de s'imprégner de différents problèmes liés au quotidien de ses compatriotes, Jean Bakomi Togambou a pris de son temps pour les écouter. Au nombre de couches rencontrées, le regroupement de mamans de Faradj qui insiste sur le retour de la paix. Kuna biso ya territoire na Dungu tozala bomoko ndenge tozalaki liboso ayambi yango na esengo makasi lokola ye présence na toyebike kimi kokota. Puis les chefs coutumiers de 8 chefferies, de groupements et même de certaines localités qui au finish lui adressent leur motion de soutien. Nous, les chefs coutumiers des territoires de Faradj, tenons à vous présenter notre immense joie, vous propose quelques points. Conflit de pouvoir coutumier dans certaines chefferies. Conflit de limites interchefferies. Dotation des chefs coutumiers avec les engins roulants afin de leur permettre itinérance. Les membres de la société civile, les organisations de jeunes, les cadres et militants de partis de l'Union sacrée n'ont pas été en reste. Toutes les rencontres qui se sont déroulées dans une complicité totale ont eu l'avantage de refaire la confiance entre l'autorité provinciale et ses administrés du territoire de Faradj, rappelle l'histoire de Gambela, Assosa et Sayo. Et puis dans une autre province, nous sommes dans la province du Lualaba, la ville de Kolosi se modernise, en témoigne l'évolution de travaux de grande envergure. Les maires de Kolosi saluent la volonté des autorités provinciales de poursuivre cet élan. Longue de 360 mètres, l'avenue Congolo à la Cité, l'une des avenues parallèles à Mama Mujinga, vient de s'ajouter sur les lots de 2,5 km lancés il y a peu par l'autorité urbaine, Maître Jacques Massingo Kindele à la Cité Manika. D'une part, une nouvelle année. Cette artère, c'est d'autres d'une nouvelle robe. Elle a reçu sa couche d'asphalte ce lundi, 20 janvier 2025. Nul n'ignore que la fluidité dans la circulation des personnes et des marchandises fait partie d'un outil important dans le développement économique et social de premier plan. Les maires de Kolosi le sait, raison pour laquelle il doit au chef-lieu du Lualaba les infrastructures routières dignes, solides et modernes. Autre part, en dépit des 4 km de routes en plein chantier à Djour, l'avenue Congolo et Maniema, faisant jonction de Likasi, s'ajoute aux avenues secondaires qui mènent vers les grands marchés de Kolosi. Entendez, le marché central de Manika. Toutes les étapes possibles ont été respectées, de la couche de stabilisation, suivi du reprofilage, correction, en fin de compte, l'imprégnation. Cette avenue est désormais couverte d'une couche qui atteint 5 cm après compactage. La prochaine étape sera suivie des travaux de construction des voies de canalisation devant permettre la circulation normale des eaux et protéger cet ouvrage. La modernisation de ces infrastructures de base témoigne de l'engagement du maire de Kolosi, Maître Jacques Massingo Kindele, à bâtir un Kolosi plus moderne qu'avant, d'où plus de 12 km lancés dans les premiers lots des infrastructures routières durables, modernes et sécurisées dans différents quartiers de sa juridiction. Entre autres, Kasulo, Djour, Bel Air, Cité Manika, longtemps abandonnés dans une praticabilité sans précédent, désormais qui voit une lueur d'espoir. On va faire un petit tour dans le Maïndombe. Le ministre provincial de Transport fait un état des lieux de son secteur. Dans le souci de connaître la réalité du fonctionnement de son secteur, le ministère provincial, Éducation et Médias et porte-parole du gouvernement du Maïndombe, son Excellence Alexis Mputu Bonzali, a effectué sa première visite dans différentes divisions dont il est ministre des tutelles, notamment de l'Agence congolaise de presse, l'urbanisme, le transport et voies de communication, culture et art. Il donne ici le motif de sa tournée. Nous avons été présents ici, c'est parce que nous ne pouvons pas terminer la journée ou le temps sans pour autant pénétrer les bureaux ou les divisions mises à notre disposition. Au cours d'un entretien accordé aux agents du ministère de la Communication, un des agents a pris la parole pour exprimer leurs contentements différents et exposer les difficultés qu'ils rencontrent souvent et qui les empêchent de bien travailler. Mais le salaire de base, jusque-là, ça pose problème. 2 ou 3 personnes qui sont mécanisées dans leur salaire de base. Et nous autres, nous avons encore des problèmes. Des transferts, des matricules collés avec des noms de personnes que nous ne connaissons pas.
Signalons que sa première tournée, le ministre provincial Alexis Poutou-Bomzali s'est inquiété de réalités trouvées sur le terrain et promet d'apporter des solutions idoines à tous ces problèmes. Et puis, dans le Kasaï central, il est en première ligne pour lutter contre la famine à Kananga. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a évalué avec la délégation d'une mission d'études sur les causes de l'insécurité alimentaire. C'était dans son cabinet de travail. Le Kasaï central s'aligne utilement dans la bataille pour sortir de l'insécurité alimentaire. Une importante mission multidisciplinaire en séjour au chef-lieu de la province a échangé avec le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko sur ces fléaux. Composé des délégués des départements clés du niveau central, des représentants des PAM et FAO, partenaires de la RDC dans les secteurs agricoles et de la sécurité alimentaire, ainsi que des consultants engagés sur base de leur expertise dans les domaines, cette délégation dit être venue pour mener une étude d'identification des causes profondes de l'insécurité alimentaire. Toto Kabouayi, ministre provincial de l'agriculture du Kasaï central, qui a assisté aux échanges, explique que cette problématique va être étudiée sous plusieurs angles pour des solutions adaptées. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire qui va identifier les causes profondes de l'insécurité alimentaire. Nous souffrons dans notre province de l'insécurité alimentaire depuis bien longtemps. Il faudra ici essayer d'analyser, voir la situation, comprendre pourquoi cette situation continue à perdurer. L'approche qui va être utilisée cette fois-ci est différente. Nous avons ce que nous appelons l'approche Nexus, qui va regarder les problèmes d'insécurité alimentaire sur plusieurs angles. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui poussent à l'insécurité alimentaire. Déjà, ce jeudi s'ouvre à Kananga un atelier réunissant plusieurs acteurs impliqués dans la sécurité alimentaire avant la formation des équipes de terrain dédiées à la collecte des données à soumettre à l'analyse pour de nouvelles décisions politiques dans les secteurs. Sensible à la question du bien-être de ses administrés, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a salué à juste titre cette mission à laquelle il a promis un grand soutien. Et puis, dans la province voisine du Kasaï, les résultats des analyses formatives réalisées dans 4 zones de santé du Kasaï dans le domaine de l'agriculture ont été présentés aux autorités provinciales. Jeudi 23 janvier 2025, la salle Megamart de Chikapa a servi de cadre à l'atelier d'analyse, apprentissage et dissémination des résultats de l'étude formative menée dans 4 zones de santé du Kasaï, à savoir Kamonia, Kamoucha, Chikapa et Kanzala. Le projet Toudienzele vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et moyens de subsistance par la promotion des comportements accélérateurs dans les secteurs de l'agriculture et moyens de subsistance, la nutrition et les hoches basé sur les évidences. Le coup d'envoi a été donné par les ministres provinciaux de l'agriculture et représentants personnels du gouverneur en présence des députés provinciaux, des chefs de division et de plusieurs invités des marques qui se sont appropriés des résultats des recherches présentés. Honoré Goulamba est chef de division des pêches et élevage. Cet atelier aujourd'hui était une restitution des éléments qu'on a trouvés pour qu'il y ait des contributions pour enfin trouver ce qu'on peut appeler la feuille de route qu'on a donné à la province. Il était question qu'on nous ramène les résultats des enquêtes qu'on a trouvées sur terrain, que nous devions aussi analyser pour voir si réellement ces résultats-là convenaient à la réalité que nous connaissons sur terrain. Monsieur Hatchman est coordonnateur de la communication pour la DPS Kasaï. Le projet a 2 grands objectifs, c'est l'augmentation des moyens de subsistance et l'amélioration de la sécurité alimentaire. L'atelier de ce jour, c'est un atelier spécifiquement à caractère de communication. Parce que dans un projet, si on ne tient pas compte de changement de comportement, on va se rendre compte qu'on a commencé quelque part, mais après le projet, on revient à la case du départ. Un mot de l'enseignement. L'Académie des Beaux-Arts se fixe de nouveaux objectifs en 2025. Son directeur général, Henri Kalama, était avec le personnel de cet établissement. 2025, une nouvelle année qui s'ouvre. De nouvelles perspectives et orientations pour des résultats efficients. Devant les personnels académiques, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez, a rappelé les missions de son établissement et les travaux abattus depuis l'arrivée de l'actuel comité de gestion dans la redynamisation et modernisation de l'Académie des Beaux-Arts. La qualité, elle s'est construite. Ça veut dire que vous devriez, à part avoir une vision, ne pas rester passif,
c'est travailler sur les 3 piliers que nous pensons qui sont les piliers fondamentaux pour construire la qualité. Ça veut dire que c'est la révision régulière des curricula, la mise à niveau au fait des animateurs, donc les ressources humaines qui doivent être à niveau, et puis l'infrastructure, l'environnement, équiper nos labos, équiper nos ateliers et nos bibliothèques. Ce sont là les 3 piliers, donc nous l'avons dit tantôt, et tout ce qui est grand et important n'est pas facile, demande un engagement, donner de soi-même pour atteindre des objectifs de qualité. Des innovations à travers les systèmes LMD, enseigner les étudiants et non les éblouir, Henri Kalama Akoulez a insisté sur le respect des normes et la rigueur dans le travail. Nous allons nous rendre dans la commune de Mongafula. L'ambassadeur de l'Allemagne en RDC était l'invité d'honneur du bourgmestre Séverin Lumbu de Mongafula. Plusieurs projets ont été envisagés entre les 2 personnalités. L'Union nationale de jeunes acteurs du changement s'est vue être honorée par la visite de l'ambassadeur de la République d'Allemagne en RDC le mercredi 22 janvier 2025 dans ses installations dans la commune de Mongafula. Hugo Herbert s'est fait les devoirs de descendre personnellement sur terrain en vue de palper les réalisations de l'UNAJAC financées par l'ambassade de la République de l'Allemagne en RDC à travers comme l'élaboration du plan communal de cette entité territoriale décentralisée et voir dans la mesure du possible comment financer d'autres projets d'intérêt commun. Alors déjà les projets c'est pratiquement dans beaucoup de secteurs, mais les questions ici de mettre la méthodologie du travail. Aujourd'hui c'est l'ambassadeur d'Allemagne à qui nous disons un grand merci pour sa disponibilité, d'autant plus que l'approche est révolutionnaire, nous pensons multiplier les collaborations. L'hôte de Jocelyn Lenguissac a eu droit à une brève présentation du plan d'action de l'UNAJAC, c'est avant de s'imprégner de réalisation de jeunes entrepreneurs encadrés par l'UNAJAC. Bien avant, Hugo Herbert et sa suite sont allés présenter leur civilité à l'autorité municipale. Ces derniers a saisi la balle au bond pour exposer quelques attentes de la commune pour un accompagnement de partenaires. Les projets puissent avoir de la concrétisation. Et tout ça, c'est dans le cadre du développement de notre belle commune. La journée s'est achevée par la visite de la foire agricole. Là, j'ai aussi apprécié l'approche de voir d'abord dans les communautés qu'est-ce qu'on peut faire et de l'extérieur, les moyens financiers sont un atout. Et l'ambassadeur s'est entretenu avec les femmes de l'ASEC, association communautaire d'épargne et de crédit pour de plus amples innovations dans leur secteur. Cette affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il y a eu des détournement de 21 mois de salaire des anciens collaborateurs de la CENI. AG Matembo, questeur de la centrale électorale, donne des précisions. Depuis quelque temps, il s'observe à travers les réseaux sociaux et sur la place publique des actions de revendication des anciens membres de la CENI de 2013 à 2019 et de leurs collaborateurs imputant faussement l'actuel management de la Commission électorale nationale indépendante d'un prétendu détournement de 21 mois de leurs arriérés de salaire et indemnités de sortie pour la période dépassant leur mandat 2020-2021. À ce sujet, avec indignation, la CENI tient à clarifier et à fixer l'opinion publique qu'elle n'a jamais encaissé du gouvernement de la République les fonds subsidiés. Cependant, des éléments vérifiables à la disposition de l'actuel management de la CENI révèlent que le gouvernement de la République avait apuré entièrement les arriérés des salaires de 2019 en faveur de l'ancienne équipe et ce, par virement bancaire dans leurs comptes individuels respectifs. S'agissant des salaires de la période 2020-2021, la CENI atteste que l'ancienne équipe avait totalement encaissé les crédits y alloués au titre de rémunération pour les années 2020
2020-2021 subdivisés comme repris dans les différents rapports annuels correspondant à cette période. Par ailleurs, leur réclamation actuelle porterait sur un manque à gagner dû à la fluctuation monétaire de leur salaire qui aurait été indexé en dollars américains correspondant aux années sus-évoquées. Il ne s'agit donc pas de leurs arriérés de salaire détournés et impayés comme ils le prétendent. Il apparaît évident que les accusations portées contre la SUNI ne reposent sur aucun élément avéré car il est de principe des finances publiques que, émergeant du budget annexe, la rémunération des membres et agents de la SUNI relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République qui dote la SUNI des fonds relatifs à la rémunération parce qu'elle ne génère aucune ressource en propre. Ce faisant, il est impérieux de rappeler que le management actuel de la SUNI n'a ni intérêt, ni le pouvoir, ni la possibilité d'obstruer la liquidation d'une créance à ordonnancer par le gouvernement. En tout état de cause, porté à son élan humain et social en faveur de ceux qui ont servi et qui servent l'institution, la SUNI reste ouverte à accompagner dans la stricte observance de règles en matière et respect mutuel une délégation de l'ancienne équipe dans toutes les démarches légitimes qu'elle jugera utiles en direction des autorités compétentes en vue de clarifier et dénouer ce dossier. Et puis, un mot de l'agriculture. La deuxième phase de la campagne agricole 2024-2025 se poursuit. Des boutures de manioc de variété Ilona et 419 ont été distribuées aux agriculteurs du village Ndoualé dans la périphérie de Kinshasa, nous dit Marie Kalong. Dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025, des boutures de manioc de variété améliorée telles que le 419 et Ilona sont distribuées gratuitement aux ménages agricoles de la contrée de Doualé dans la périphérie de Kinshasa. Il s'agit d'une stratégie du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl-Mouton, pour améliorer leur rendement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi ensemble le chef de l'État de son adresse de la fin de l'année. Il a mis à la disposition du Congolais 35 millions de mètres linéaires de manioc parce qu'on part maintenant ici. Chaque bénéficiaire a obtenu au moins le boutir pour emblaver 5 hectares. Ça signifie qu'à la prochaine saison campagne, le bénéficiaire aura à mesure de produire au moins 40 hectares. L'agri-multiplicateur sélectionné par le ministère de l'Agriculture pour fournir ces boutures aux agriculteurs est l'établissement sémencière SKM. L'ingénieur agronome John Chitoko du ministère de l'Agriculture au service national des semences donne quelques critères pour être sélectionné comme fournisseur des boutures. Le premier critère, vous devrez d'abord être agréé par le service national des semences qui vous reconnaissent comme étant producteur de semences. Et deuxième, le champ doit être suivi par le SENASEM. À noter qu'il s'agit de la deuxième phase de distribution de boutures de manioc dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025. Victime d'une agression barbare, Régine Moussamba a reçu la visite de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous dit Rodin Panda. Informé par le député provincial Bolokele Monplaisir, élu d'Engaba, du drame d'une violente agression qu'a subi Régine Moussamba de la part de Prince, commandant de la police du poste Mbata au quartier Mateba dans la commune d'Engaba, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lui a rendu une visite de réconfort le jeudi 23 janvier dernier. Mère de 3 enfants, âgée de 27 ans, Régine Moussamba a été brutalisée par ses policiers au nom des princes à la suite d'un conflit avec sa compagne. Face à cette situation préoccupante, Germaine Chinyama a réagi rapidement en se rendant à l'hôpital général de référence mère et enfant d'Engaba où la victime est hospitalisée. Ce que j'ai vu et entendu de part et d'autre, moi j'ai démontré une audience foraine et que comme ça tout le monde assiste et que les coupables soient sanctionnés. Et là je demande aux habitants de Ngaba de soutenir leur honorable parce qu'il se bat
pour les habitants de Ngaba. Et il a mis des avocats, il est derrière cette affaire. Il suit l'évolution sanitaire de Madame Régine et ça se passe très bien. Psychologiquement, maintenant, elle est en paix. La vice-présidente de l'APK a souligné que le président de la République et la première ministre œuvrent pour le respect et le bien-être des femmes, tout en exprimant son indignation face au comportement d'un groupe de policiers qui ternit l'image de la police nationale congolaise. En conséquence, elle a appelé les autorités judiciaires à faire preuve de rigueur et de transparence dans le traitement de ces dossiers. Merci à Christelle Louindoula pour son concours rédactionnel et Pascal Chissot qui a réalisé ce journal. Je dis également merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h sur la même chaîne. Au revoir et à la prochaine.